Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du château de Chambord, situé dans la commune du même nom, dans le département du Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire. Le château de Chambord est un château situé dans la commune du même nom, dans le département du Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire. Construit au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe, environ 50 km², ceinte par un mur de 32 mètres de long. Il s'agit du plus grand vaste château de la Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément et d'un parc de chasse classé monument historique. Chambord est le seul domaine royal encore intact depuis sa création. Le site a d'abord recueilli une motte féodale ainsi que l'ancien château des comtes de Blois. L'origine du château actuel remonte au XIVe siècle et au règne du roi de France, François Ier, qui supervise son édification à partir de 1519. Le château et son domaine se sont vus côtoyer plusieurs distinctions. L'inscription au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science et la culture, UNESCO, en 1981. Classement depuis 2000 dans la zone de classement de la région culturelle du Val-de-Loire, entre Sully-sur-Loire et Salonnes-sur-Loire, ainsi que le réseau Natura 2000 en 2006. Il est également classé sur la première liste française des monuments historiques en 1840 et reconnu établissement public à caractère industriel et commercial EPIC depuis 2005 et constitue l'une des composantes du réseau de résistance royale européenne. Chambord accueille un château dès la fin du Haut Moyen Âge, au Xe siècle. Il s'agit alors d'un château fortifié destiné au comte de Blois, Thibaut VI, et sa veuve y signe des Chartres à la fin du IIe siècle et au début du XIIIe siècle. Comme l'ensemble des possessions des comtes de Blois, le château de Chambord passe de la maison de Châtillon à celle des ducs d'Orléans en 1397, avant d'être racheté par la couronne de France, lorsque Louis d'Orléans devient Louis XII de France en 1498. Le petit château fort étant déjà à cette époque une maison de plaisance et de chasse. En 1516, François Ier, roi de France depuis 1515, auréolé de sa victoire à Marignane, décide la construction d'un palais à Saguard, à l'orée de la forêt gibloyeuse de Chambord. Le désir du roi est de réaliser une ville nouvelle, à Romorantin et à Chambord, un grand édifice dans le style néo-patolsien, le processionnerie du l'humaniste d'Alberti, qui a défini les principes de l'architecture Renaissance dans son traité Requitura, inspiré de l'architecte romain Victorius. Il repose sur la géométrie, les rapports mathématiques et la régularité. Le 6 septembre 1519, l'acte de naissance de Chambord, lorsque François Ier donne commission à François de Pont-Briand, sans sable blanc, ordonne toutes les dépenses qu'il aurait fait pour la construction du château.
Dès lors, l'œuvre du site de Chambord le sentier d'une immense création architecturale qui doit initialement servir non pas d'une résidence permanente, mais d'un nouveau château de Sas en annexe du château de Blois, que le château habitera que 45 jours en 32 ans de règne. Le projet primitif ne présente qu'un château donjon accolé au milieu d'un des grands côtés d'une enceinte rectangulaire. Le donjon étant un corps contenait sur tous les étages de 4 tours rondes, et à 5 étages contenait de 4 salles formant une croix. Cette nouvelle merveille du monde est destinée à immortaliser son constructeur François Ier, le prince architecte. Les archives sur la genèse du plan de Chambord ne sont pas conservées, mais il est probable que Léonard de Vinci, installé à Amboise de la fin de l'année 1516, fut associé à l'architecte Domenico Bertranins da Costa di Barcador. Les travaux débutent par la destruction de plusieurs bâtiments, dont l'ancien château des comtes de Blois et l'église du village, et par la réalisation des fondations du donjon carré flanqué de 4 tours, unique bâtiment prévu à l'origine. Interrompu entre 1525 et 1526, période des catastrophes que sont la défaite du parvis et l'incarcération du roi à Madrid. Le sentier reprend à partir de 1526. Le roi modifie son projet d'assomption des 2 ailes latérales du donjon primitif, dont l'une doit accueillir son logis. 1800 ouvriers auraient travaillé à la construction du château, dont le plan a été simplifié. L'escalier central passant de 4 à 2 volets, et les rues centrales, initialement ouvertes, refermées, comme l'architecte Fabien et l'historien Bernet vont le recueillir dans leur enquête en 1680, dans le Blasois, et comme le confirment les analyses archéologiques en cours. Plusieurs maîtres maçons se succèdent, ou travaillent simultanément, par exemple Jacques Soudot, Pierre Nerveux et Denis Soudot. Le donjon est achevé lorsque l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, grand rival du roi de France, est accueilli à Chambord par François Ier dans la nuit du 18 au 19 décembre 1539, alors qu'il quitte l'Espagne pour Gand, sa ville natale, qui veut s'attirer d'avoir refusé sa contribution aux frais de guerre. Le cortège est reçu par des ballets et des oncées de fleurs, dont un somptueux décor de tapisserie. L'aile royale est à la pointe du nord de l'enceinte du château et achevée en 1544. Une galerie intérieure portée sur les arcades et un escalier à vis sont ajoutés vers 1545, alors que se poursuivent les travaux de l'aile symétrique, aile de la chapelle, et d'une enceinte basse fermant au sud de la cour, à la manière d'une forteresse médiévale comme au château de Versailles. François Ier meurt en 1547. Le roi a finalement passé très peu de temps à son bord, 42 jours au total, en 32 ans de règne. Il a pris l'habitude de disparaître en forêt pour y chasser en compagnie d'un petit groupe intime, composé de beaucoup de dames, que les contemporains appellent la petite bande du roi. Les travaux de l'aile de la chapelle se poursuivent sous le règne de Henri II. Ils sont interrompus par sa mort en 1559. Le traité de Chambord est signé en 1552 au château entre le roi et les princes allemands, s'opposant à Charles Quint. La période qui suit ne bénéficie pas au château. Les séjours royaux se raréfient.
pendant une centaine d'années, alors que l'édifice continue de susciter l'admiration des visiteurs. Des travaux de consolidation sont réalisés en 1566 sous le règne de Charles IX. Mais son bord se relève trop éloigné des lieux de séjour habituels de la cour et semble promise à une lente disparition. Henri III puis Henri IX ne résident pas et ne reprendront pas de travaux. Louis XIII ne se rend que 2 fois à son bord. La première fois en 1614 à l'âge de 13 ans, puis en 1616 alors qu'elle rentre de Bordeaux avec sa nouvelle reine Anne d'Autriche. À partir de 1639, le château est occupé par le frère du roi exilé dans le Blaisois. Gaston d'Orléans avait reçu en apanage le comte de Blois en 1626. Ce dernier y reprend des travaux de restauration entre 1639 et 1642, notamment l'aménagement d'un appartement, des aménagements dans le parc et des travaux d'assainissement des marais alentours. Mais la chapelle demeure toujours sans toiture à cette époque. Il faut attendre l'avènement de Louis XIV pour que ce soit achevé. Le projet de François Ier. Le roi Soleil comprend le symbole que représente son bord, manifestant au pouvoir royal dans la pierre et dans le temps, et confie des travaux d'architecture à Jules Arquin-Mozart, qui entre 1680 et 1686 achève l'aile ouest, la toiture de la chapelle, donc la plus grande pièce du château, ainsi que l'enceinte basse qui est ouverte d'un comble brisé, destiné au logement du personnel. Louis XIV fait 9 séjours au château, le premier en 1650 et le dernier en 1685. Le roi se rend parfois à son bord accompagné par la troupe de Molière, qui joue devant lui, de comédie-ballet, accompagné de la musique de Jean-Baptiste Lully et des chorégraphies de Pierre Baussin. Monsieur le Bourg Sonia est joué le 16 octobre 1669 et le bourgeois gentilhomme le 14 octobre 1670, à l'occasion de la venue en France d'une ambassade turque. Louis XIV fait aménager au premier étage du donjon, le long de la façade nord-est, donnant sur le parc un appartement comprenant une antichambre, un salon de nobles et une chambre de parade. À cet effet, 2 logis du plan initial sont réunis par l'exemption du vestibule nord-ouest, qui est fermé du côté du grand escalier. Il réside à son bord en présence de Madame de Maintenon en 1685. Mais les séjours de la cour se font rares, depuis qu'elle est fixée à Versailles. Le règne de Louis XIV voit également la création d'un parterre devant la façade nord, ainsi que le canal du Cosson. Le 10 décembre 1700, le roi d'Espagne Philippe V effectue une visite au château en compagnie des ducs de Berry et de Bourgogne. Le roi Louis XV dispose du château pour y loger son beau-père Stanislas Leszczyński, roi de Pologne en exil, entre 1725 et 1733. En 1729 et 1730, au moins, le compositeur Louis Homel, en place à Orléans et à son service en tant que maître de musique. Le 25 août 1733, le roi de Pologne et sa femme quittent l'inconfortable château de son bord pour gagner les duchés de Lorraine et de Bar, qu'ils ont reçus au titre de viager. Le château reste inhabité pendant 12 ans. Puis, le 25 août 1745,
Louis XV en fait don au maréchal de Saxe, qui devient gouverneur à vie, avec 40 000 livres reçus. Il fait notamment construire des casernes pour son régiment. Il réside à partir de 1548 et il est meurt le 30 novembre 1750. La nécessité d'approcher confort et chaleur à l'édifice pousse ses différents occupants à meubler de façon permanente le château et à aménager appartements avec boiserie, faux plafond, petits cabinets et paulettes. Après la mort de Maurice de Saxe en 1750, le château ne fut plus habité que par les gouverneurs. Auguste Heinz von Friesens, 1727-1755, neveu du maréchal de Saxe, meurt au château le 29 mars 1755. Puis se succède le marquis de Souméry jusqu'en 1779. Puis le marquis de Polignac, censé par la Révolution en 1790. À la Révolution française, les habitants des villages limitrophes se livrent à des saccages de domaines. Les grands animaux sont décimés, les herbes coupées ou ravagées par le package des troupeaux. Les dévastations sont telles qu'un détachement du régime royal Cravate Cavalerie est envoyé pour faire arrêter les pillages en mai 1790. Puis un détachement du 32e régiment d'infanterie en 1791 pour y rétablir un semblant d'ordre entre octobre et novembre 1792. Le gouvernement révolutionnaire fait vendre le mobilier qui n'a pas été volé. Les enchères s'accompagnent des pillages absurdes. Les fenêtres et les portes sont arrachées ainsi que les plombs ornant les combles du donjon. Un état de lieu dressé le 29 primérial en 4, le 17 juin 1786 confirme le désastre, mais le monument échappe à la destruction. Le 13 Messidor en 10, 2 juillet 1802, le premier consulte Napoléon Bonaparte attribue le château à la 15e cohorte de la Légion d'honneur. Mais ce n'est que 2 ans plus tard que les héralds huguenots visitent finalement le château dévasté par les pilleurs et dans un état de délabrement avancé. Il fait fermer les portes et le parc et répare l'enceinte et sauve le domaine, en dépit des protestations de la population. Sous le Premier Empire, l'empereur Napoléon Ier décide de créer au château une maison d'éducation pour les filles des titulaires de la Légion d'honneur. En 1805, mais cette décision reste sans suite. Le château est soustrait à la Légion d'honneur et réuni à la couronne, avant d'être rebaptisé Principauté de Vargam et donné le 15 août 1809 au maréchal Louis-Alexandre Berthier, prince de Neufchâtel et de Wagram, en récompense à ses services, avec une rente de 500 000 francs. Berthier ne vient qu'une fois à son bord, en 1810, pour une partie de Sasse. À sa mort en 1815, le château est mis sous séquestre avant d'être mis en vente en 1820 par sa veuve Élisabeth de Bavière, incapable de faire face aux dépenses. Le 21, plutôt en 1821, le domaine de son bord est acquis, sous une subscription nationale, pour être offert au petit-neveu de Louis XVIII, le jeune Henri d'Artois, duc de Bordeaux, né l'année précédente, 7 mois après l'assassinat de son père, le duc de Berry, à la suite de Charles X, son petit-fils le prince Henri, qui deviendra en 1844 le chef de la branche aînée des Bourbons.
reçoit pour l'exil le titre de courtoisie des comtes de Chambord, tandis que son grand-père et son oncle prennent ceux du comte de Ponthieu et de comte de Marne. Les régimes successifs de la monarchie de Juillet puis du Second Empire le tiennent éloigné du pouvoir et de la France. Mais à distance, le prince est attentif aux entretiens de son château et de son parc. Il fait administrer le domaine par un régisseur et il finance de très importantes campagnes de travaux, restauration des bâtiments et travaux d'aménagement du parc de Sasse. Le château est officiellement ouvert au public. Pendant la guerre de 1870, il sert d'hôpital de campagne. Et en 1871, le comte de Chambord y réside très brièvement. C'est depuis le château qu'il publie un manifeste aux Français, appelant à la restauration de la monarchie et du drapeau blanc. À sa mort en 1883, le château passe par l'héritage au prince des Bourbons de Parme. Ses neveux, Robert Ier, 1848-1907, duc détrôné de Parme et de Plaisance, et son frère Henri de Bourbon de Parme, 1851-1905, comte de Bardi. À la mort de Robert de Parme, en 1807, il transmet alors à sa descendance, à son troisième fils, Élie de Bourbon, 1880-1959, qui deviendra le duc de Parme et de Plaisance en 1950. Mise sous séquestre pendant la Première Guerre mondiale, le domaine de Chambord est acheté pour 11 millions de francs d'or, le 13 avril 1930 par l'État français, au prince Élie de Bourbon, frère du duc de Parme, Henri de Bourbon. C'est à cette époque que le toit mansardé qui couvrait l'enceinte basse du château, datant du règne de Louis XV, est supprimé. L'État français justifiant ce choix par souci de présenter l'ensemble des bâtiments dans un état le plus proche de la Renaissance. La gestion et l'exploitation est partagée entre l'administration des domaines, les eaux et forêts et le monument historique. Cette décision est entérinée après la Seconde Guerre mondiale, le 19 juillet 1947. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le château devient le centre de triage des trésors des musées nationaux de Paris et du nord de la France, qu'il faut évacuer et protéger des bombardements allemands. Des conservateurs et des gardiens montent alors la garde pour défendre certaines œuvres du musée du Louvre, entreposées dans le château. Certains, comme la seconde, restent que quelques mois, mais d'autres demeurent à son bord, pendant toute la guerre, pendant toute la durée de la guerre. Ainsi, dès le 28 août 1939, la seconde part pour son bord, accompagnée de 50 autres tableaux exceptionnels. Ce sont bientôt 37 convois et 6690 tableaux qui quittent ainsi le Louvre pour son bord, puis vers des refuges situés plus au sud, tel le château de Saint-Blancard dans l'Ozers, où furent entreposées des œuvres du département des antiquités égyptiennes. Après avoir échappé de peu au bombardement du crash d'un bombardier B-24 américain en 1944 et à un incendie le 7 juillet 1945 qui réduit en cendres les combles du canton sud, c'est avec le rapatriement progressif des œuvres du Louvre vers Paris en 1947 que commence une grande remise à niveau de près de 30 ans, menée dès 1950, sous la direction de l'architecte Michel Ronsard, puis par Pierre Le Bouteau, à partir de 1974.
une balustrade en pierre est créée à l'artique de l'enceinte basse du château à partir de 1950. Les combles sont reconstruits entre 1950 et 1952. La tour de la chapelle est restaurée entre 1957 et 1960, ainsi que le logis de François Ier en 1960 et les édifices en 1962, dont le parc et le canal est de nouveau creusé en 1972 et les fosses grès dégagées. En 1981, le domaine est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les travaux commencèrent en 1998 sous la direction de Patrice Ponceau pour les réfections des terrasses, des balustrades, des donjons ainsi que les ailes antérieures des édifices. Au début du mois de juin 2016, une crue importante du Causson inonde les parterres nord et la cour royale du château. Le château est fermé aux visiteurs pendant une semaine. De août 2016 à mars 2017 sont reconstitués les jardins à la française, commandés par Louis XIV et achevés sous le règne de Louis XV. Ces jardins ont existé pendant plus de 2 siècles, avant de disparaître progressivement. Intégralement reconstitué en 2017 grâce au mécénat de 3,5 millions d'euros de l'américain Stephen Schwarzman, fondateur du fonds d'investissement Blackstone, qui occupe 6 hectares et demi du nord et de l'est du château. En 2019, une exposition intitulée Chambord 1519-2019, l'autopsie de l'œuvre est organisée à l'occasion des 500 ans du château. Conçu sur le modèle médiéval des châteaux forts avec son enceinte et ses grosses tours d'angle, il est nettement inspiré par le style gothique, orientation des parties hautes qui s'élancent dans le ciel avec les cheminées et les tourelles d'escalier. Mais il possède surtout une silhouette très spécifique, qui en fait l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de la Renaissance. 156 mètres de façade, 56 mètres de haut, donjon de 44 mètres, 426 pièces, 77 escaliers, 282 cheminées et 800 sapots sculptés. Si plusieurs architectes ont travaillé à l'édification du château, dont le projet initial fut remanié par l'ajout d'ailes du donjon, il n'existe aucun document d'époque mentionnant le nom d'où ou d'une des architectes orientaux, à l'exception de François Ier, qui fut personnellement impliqué à la conception du bâtiment. Cela étant, il est probable que Chambord soit sorti en partie de l'imagination fondée de Léonard de Vinci, qui a travaillé comme architecte de la cour de François Ier. Il mourut en effet quelques mois avant le début du chantier en 1519, au clos Lucé d'Amboise. En effet, parmi les dessins de Vinci, laissa celui des escaliers à double hélice a notamment été retrouvé, ainsi que des sculptures en croix grecque. 2 éléments caractéristiques du projet initial du château de Chambord. Il est aussi probable que l'assistant de Vinci, Dominique de Cordon, ait collaboré dès 1517 et l'infrastructure, la maquette en bois, qui sera retrouvée à Blois par l'architecte Louis XIV, Philibien. Le sentier de Chambord est l'un des plus importants de la Renaissance. Environ 220 000 tonnes de pierres sont nécessaires.
À défaut de pouvoir dévier le cours de la Loire, selon le vœu de François Ier, le Causson a finalement été détourné par un canal qui alimente les Duves. La vie au château était rude, d'autant qu'il faut construire sur les marécages. Beaucoup d'ouvriers moururent de la fièvre pendant la construction. Les charpentiers auraient enfoncé des pilotis de Seine, jusqu'à 12 mètres de profondeur, afin d'établir les fondations du château, sur un solide pilotis au-dessus de l'eau. Des fouilles préventives réalisées en janvier 2007 révèlent néanmoins que la tour sud-ouest s'appuie sur un encrassement calcaire. Ces fouilles mirent aussi en jour une structure circulaire en motelon, vestige d'une tour du château médiéval qui s'est élevée avant la construction de l'actuel château. Des chariots s'élèvent du port de Saint-Digue pour décharger tous les matériaux, et en particulier la pierre de toufou, utilisée pour la construction. C'est une pierre blanche, tendre et friable. Les tailleurs de pierre, comme les autres ouvriers, n'avaient pas de salaire fixe. Ils étaient payés à la tasse. Ils étaient des tasserons. Sur chaque pierre qu'ils taillaient, ils gravaient leur marque. Cette signature permettait aux trésoriers d'évaluer leur travail et de les payer. Elle se retrouve sur certaines pierres et n'ayant pas été gratifiées par la suite lors de l'ouverture du château au public. Le plan centré du château repose sur un corps central parfaitement carré, en croix grecque, comme celui de plusieurs églises italiennes de l'époque. Donc la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome, construite au même moment. Cela dit, ce plan restait jusqu'à là rarement utilisé pour les bâtiments laïques. Ce corps central, conçu initialement comme bâtiment unique du château, sera par la suite le donjon, car même s'il n'a jamais eu vocation de la défense, François Ier le remaniera assez vite le plan du château de Sorbord, par l'ajout de 2 ailes, ainsi qu'une enceinte se calquant sur le modèle du château fort du Moyen-Âge. La particularité est la rigoureuse orientation des diagonales de son donjon suivant les axes nord-sud et ouest-est, et ses tours marquant exactement les 4 points cardinaux. Ce donjon triangulaire, avec 4 tours d'angle circulaire, derrière le château royal a adopté cette disposition, orientée vers les 4 points cardinaux, et organisée à partir d'une salle en croix séparant 4 cantons pourvus chacun d'un appartement à 5 étages. Les anomalies dans la symétrie du plan actuel du donjon a été l'objet de nombreuses interrogations. Elles ont longtemps été attribuées par une excusez-moi du mot, j'essaie de le prononcer correctement, initiative malheureuse des bâtisseurs, des maladresses de sentiers ayant contracté une symétrie de plan originel, se déployant de part et d'autre des vestibules en croix selon une symétrie axiale. Cette hypothèse a longtemps attribué l'interprétation la plus répandue. Confirmant une proposition avancée dès 1973 par Michel Rosard, les résultats des recherches archéologiques menées au début du XXIe siècle par Cazou et Flo Beauvoir, excusez-moi pour la prononciation, s'est établi dans les anomalies du plan du donjon, constitué les vestiges d'un plan initialement volontairement asymétrique de façade, et organisé selon une symétrie centrale autour du grand escalier. Il est probable que le bâtiment
épictorégale devait à l'origine comporter un escalier central à 4 volets, non réalisé mais décrit ultérieurement par John Evelyn et Andreas Palladio. Rappelons les travaux de Léonard de Vinci sur les turbines hydrauliques ou hélicoptères, ces plans rotatifs particulièrement dynamiques et sans équivalent conçus pour cette époque, aurait ainsi constitué le premier projet lors de l'ouverture du sentier de Chambord en 1519. La mise à jour d'anciennes maçonneries dans le sous-sol du donjon et les prospections géophysiques menées par Calliou et Auflorb en 2003 indiquent que les premiers projets furent abandonnés lors de la fosse Edens du donjon était presque achevée. Cette symétrique novatrice aurait été abandonnée dans le cadre d'un ouzou de zèle et des enceintes. À l'intérieur du donjon se trouvent 5 niveaux habitables. Il y a 4 appartements carrés et 4 appartements dans les tours rondes, par niveau. Entre les appartements, 4 couloirs venant des 4 parties du monde, découpés par 2 axes nord et ouest-est, menés à l'escalier à double révolution au centre. Le roi François Ier, dans le second temps, étend le château d'un quadrilatère et abandonne le canton. Le quart nord installe ses appartements plus vastes dans les ailes par Jean Huble sous le règne de François Ier. Cette position de la chapelle est rare pour l'époque, car si le roi voulait se placer en direction de Jérusalem pour montrer qu'il est le détenteur du pouvoir spirituel de son royaume, il se serait installé dans la partie est. Or là qu'il osera Sarlequin en décembre 1539. Pour les raisons énoncées plus haut, il est probable que l'escalier à double révolution ou double vis placé au centre de l'édifice soit de Léonard de Vinci, en tout cas inspiré de ses croquis. Comme son nom l'indique, il comporte 2 volets d'escalier, suivant un séma de double hélice, à la manière de 2 tronçons enclassés, qui représentent l'arbre de vie au Moyen-Âge. 2 personnes qui empruntent chaque vestibule forment une croix à son sommet et donnent accès à la grande terrasse, elle aussi inspirée de Léonard, qui fait le tour du donjon et offre une vue sur les cheminées monumentales. Cet escalier est surnommé d'une tour lanterne, bien reconnaissable de l'extérieur, évoquant le clocher d'une chapelle. Le deuxième étage est également remarquable par ses 4 salles qui gardent encore quelques traces de trésors et de la peinture dont elles étaient revêtues. Cette salle comporte chacun 80 caissons sculptés qui alternent les symboles royaux. Salamandre, parfois entourée de semis de flamants en forme de lys et de monogrammes, couronnés accompagnés d'une cordelette nouée représentant les 8 formés par les nœuds du lac d'amour, emblème de sa mère, Louise de Savoie. Certains monogrammes de l'escalier à hauteur des terrasses sont tracés à l'envers, de manière que Dieu du haut du ciel voit la puissance du roi. Les salamandres de Chambord illustrent la devise de François Ier. Je me nourris du bon feu et je m'éteins le mauvais feu. Arrivé sur la terrasse, le visiteur peut remarquer que l'escalier est surmonté d'une tour lanterne. Elle s'élève à 32 mètres et surmonte toutes les cheminées de Chambord. Son sommet est coiffé d'une fleur de lys.
symbole de la monarchie française. Les terrasses sont encadrées de tournelles et de lucarnes, parées de marqueteries de tuffeau et d'ardoises. Les tours, tourelles, claustrons, cheminées, lucarnes sont ornées de médaillons, losanges, carrés, demi-cercles et triangles en ardoise, qui évoquent les illustrations du marbre noir, de la Chartreuse de Pavie où François Ier fut prisonnier. La création de cette terrasse est mise en œuvre. Un dispositif de construction original. Les dalles ne sont pas jointoyées, laissant passer les eaux pluviales qui tombent sur le toit, des tuiles plates, reposant sur un maillage du muret de pierre, appuyé sur les voûtes des pièces du dernier étage. Ainsi, l'usage du support des dalles était très clairement distingué de l'usage des densités, assuré par le toit cassé dans les maçonneries. De là, l'eau s'écoule vers un senon aménagé autour de la corniche. Cette solution inédite en France pourrait dater des années 1537-1538, mais elle fut reproduite quelques années plus tard aux terrasses du château de Guérinan. La principale pierre de construction utilisée au château de Chambord est le tuffeau blanc, calcaire tendre, réputé comme pierre de construction et de sculpture, mais à forte porosité, et soumis à de nombreuses altercations, notamment la descamation, en plaques dues à la forme de gryptes, principalement en raison de la combustion du pétrole et du charbon à la fin du XIXe siècle. Des chantiers de restauration relatifs au tuffeau du château sont ainsi régulièrement lancés. Les pierres de remplacement utilisées proviennent des carrières de près de Valençay, qui produisent un tuffeau dont les caractéristiques, grains fins, couleurs, sont jugées les plus proches de la pierre d'origine. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.